Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Aujourd'hui, je reçois Julien Rochdy. Bonjour Julien, Bonjour. tu vas bien? Ça va? Énervé parce que je viens d'arriver à Paris et que l'attente d'un taxi à Paris est toujours extrêmement frustrante Effectivement, quand on compare cette attente à d'autres pays. c'est des choses qui arrivent, surtout quand tu arrives à Gare de Lyon. Oui, c'est ça, C'était Gare de peut-être ton Lyon, cas. Gare du Nord, ça donne une image tout de suite de la France qui fait mal au cœur quand on aime ce pays. Effectivement. Alors ça, c'est un format assez rare que je fais de temps en temps. Donc la première fois, j'avais reçu Laurent Oberton. Il n'y a pas si longtemps aussi, j'avais reçu Philippe Fabry. Donc à chaque fois, j'invite que des gens que j'estime particulièrement. Donc t'en fais partie. Je vais te présenter un petit peu, donc pour peut-être les rares qui te connaîtraient pas déjà. T'étais militant du Front National, je crois, de 2006 à 2014. T'as été directeur du Front National de la jeunesse de 2012 à 2014. Après ça, t'as fait assez peu d'apparitions publiques, donc je sais pas trop ce que t'as fait. Hormis quelques vidéos que t'as faites avec Christopher Lann, quelques entretiens. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que je t'avais découvert. Je trouvais que c'était excellent comme type de vidéo. J'aimais beaucoup. Tu reviens un petit peu en 2018 avec l'École Major, puis avec d'autres ouvrages plus tard, donc Nietzsche l'actuel en 2020, L'amour et la guerre en 2021, Veni Vidi Vici la même année avec Papacito, et enfin le sujet de cet entretien, donc Philosophie de droite, qui est sorti plus récemment cette année. Et je précise aussi que de temps en temps, tu fais des articles pour La Furia, donc qui est un MOOC. Voilà, on en a déjà discuté sur cette chaîne, notamment dans l'entretien avec Laurent Burton. Alors, ma première question, c'est une question qui précède l'existence même de ce livre. C'est pourquoi, en fait, avoir écrit ce bouquin, surtout dans ce contexte où, finalement, on a l'impression que les idéologies sont assez peu présentes et que les gens fonctionnent beaucoup plus par réflexe ou par intérêt. C'est une réflexion très juste et c'est vrai que la philosophie politique, d'une manière générale, n'intéresse plus énormément. Mais si tu veux, je m'étais aperçu que beaucoup de gens se considérant comme étant de droite, ou en tout cas n'étant pas de gauche, ne connaissaient pas leurs classiques. Et vu que je me crois encore dans une période où, avant de développer ma propre pensée, si je puis dire, je dois surtout déterrer des auteurs, des penseurs qui ont nourri la mienne, et donner ça à mon public, donner ça aux gens qui me suivent, donner ça aux lecteurs. Et en l'occurrence, vu que nous étions quand même dans une année assez politique, avec cette élection présidentielle, que nous sommes à une époque où on dit que la droite doit se reconstruire, doit se rebâtir, entre Reconquête, le Front National, et puis peut-être un autre parti demain, qu'en savons-nous ? Eh bien, il était temps en fait d'apprendre les grands classiques à tous ceux qui s'intéressent à la politique. Et en l'occurrence, la droite souffre depuis des années et des années de ne plus avoir aucun référent vraiment culturel fort. Et ce qui la condamne à chaque fois de n'être qu'une ancienne gauche, c'est-à-dire de récupérer les idéaux de la gauche d'hier pour combattre la gauche toute fraîche du matin. Or, moi j'ai toujours considéré que c'était une bêtise absolue et que ce faisant, nous ne faisons que nous faire avoir par la gauche, pour ne pas employer un terme encore plus parlant, si tu vois ce que je veux dire. Je vois à peu près. Donc je voulais justement faire cela. D'une, apprendre à tous les jeunes, les gens, pas que les jeunes d'ailleurs, les gens de manière générale qui se sentent de droite, qui se sentent un affect de droite et qui ne veulent pas, qui ne sont surtout pas de gauche en tout cas. Je voulais leur montrer quels étaient les grands penseurs qui ont nourri cette pensée politique qui a combattu la gauche depuis 2 siècles. Et cette exigence était d'autant plus forte qu'il faut, à mon avis, retourner aux sources, justement, pour être capable de combattre la gauche de demain, retourner aux sources de notre vraie philosophie, non pas, et surtout pas, justement, se contenter de reprendre ce que la gauche a rejeté d'hier. Mmh. Mais alors, il y a une formule que j'aime pas beaucoup, mais qui s'applique quand même à beaucoup de situations. C'est une formule du cardinal de Retz qui disait que on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre dépens. Et finalement, son propre détriment, alors peut-être. Alors du coup, est-ce que la droite, justement, doit pas rester un petit peu ambiguë ou abstraite parfois, au risque sinon d'être trop extrême ? Parce que, je m'explique,
parfois par voie de cohérence, à gauche, on n'hésite pas du tout à être d'extrême gauche. Au contraire, on considère à gauche que la gauche c'est le bien, donc être par exemple d'extrême gauche, c'est être extrêmement bien, extrêmement vertueux, et vouloir en fait le mieux, la justice, encore plus de justice. Il peut pas y avoir trop de justice à gauche, alors que à droite, il peut évidemment y avoir trop de droite. Et du coup, typiquement, prenons un problème, l'immigration. Considérons qu'il y a un problème avec l'immigration en France, notamment pas d'assimilation, trop nombreuse, ce genre de choses, absence de miscibilité entre les différentes populations. Alors on va dire, voilà, ça c'est à peu près toute la droite est d'accord là-dessus. Il y a un problème avec l'immigration, avec tous ces sujets-là en France. Maintenant, si on veut être cohérent et précis et être un petit peu dans le vrai, on est obligé de dire que du coup il y a un problème avec les immigrés, que du coup peut-être il y en a trop en France et que du coup il en faut moins, et que s'il en faut moins, et du coup il faut ce qu'on appelle parfois la remigration, et là directement on tombe dans la case extrême droite. Alors est-ce que finalement, pour conclure cette question très longue, il faut pas rester parfois un petit peu abstrait? C'est une question complexe. La droite, politiquement, ne doit jamais se dire comme telle. Ça, c'est quelque chose d'important. La droite ne se dit jamais comme telle. Le roi est toujours au-dessus des partis. Le général de Gaulle n'est ni de droite ni de gauche, il est de France. Napoléon Bonaparte disait aussi la même chose, qu'il était justement au-dessus, même des républicains et des royalistes, pour faire une sorte d'union nationale. La droite, Nicolas Sarkozy a fait sa campagne en 2007 sans jamais prononcer le mot de droite. Donc, on ne se dit pas de droite lorsqu'on fait de la politique. Bon, ça, c'est un très très grand classique. Maintenant, là, je parle d'une philosophie particulière, nourrie par la pensée de la contre-révolution, et qui en réalité fait référence aux grands penseurs classiques, aux anciens, contre les modernes. C'est à cela que la droite, en fait, fait écho. C'est à toute la pensée classique que l'on tient de l'Antiquité, qui a été celle qui a dirigé l'homme, qui a donné le ton quant à son rapport à la cité, au social et à la politique. Et c'est ce rapport-là que nous avons perdu avec la modernité et qu'il s'agit de retrouver à travers justement les penseurs dits de droite. Bon. Alors, pour répondre plus particulièrement, plus précisément à ta question, quant à le problème de l'extrémisme, je dirais que déjà l'extrémisme n'est qu'une question de point de vue, tout dépend de là où on se place, parce que on parle d'extrême centre par exemple aujourd'hui, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que le centrisme peut être un extrémisme également. Ouais. Même donc Macron c'est toujours l'a assumé d'ailleurs. Voilà, l'extrême est toujours une question de point de vue, d'où l'on se place. Après, ce que je fais remarquer, c'est que la droite, en général, a très peur de se montrer de droite parce que, justement, elle craint cette appellation, ce qualificatif odieux qui est celui d'extrême. Mais il faut quand même faire remarquer que la droite, à peine était-elle née, qu'elle a tout de suite été taxée d'extrémisme. Et c'est une tactique de la gauche, on le connaissait depuis longtemps. Mais en fait, par exemple, les penseurs que je mets en exergue dans ce livre, à savoir les penseurs de la contre-révolution, sont considérés aujourd'hui par le mainstream et la gauche comme des penseurs d'extrême droite. Or, ils ont créé la droite. Donc ça signifie qu'à peine la droite naissait, qu'elle était déjà qualifiée d'extrême. Ce qui est absurde en réalité. Et il n'y a rien d'extrême dans la pensée de droite, c'est-à-dire dans la pensée classique, dans la mesure même où c'est la pensée qui a, encore une fois, mené les hommes pendant toute l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance et surtout jusqu'aux Lumières. Bon. Donc il n'y a rien d'extrême là-dedans, c'est juste une autre façon d'appréhender les choses. Et donc pour être encore plus précis par rapport à ta question sur l'immigration, parce que tu m'as pris un exemple concret, sans parler de question de remigration ou autre, je te dirais que c'est une question, encore une fois, d'approche de la vie dans la cité. La pensée moderne considère que la vie dans la cité est une question de contrat. La société doit être basée sur un contrat. Et aujourd'hui encore, les immigrés qui viennent doivent simplement adhérer à une charte des valeurs républicaines, par exemple, pour faire partie pleinement de la société française. Dans la pensée classique, la pensée des anciens et donc la pensée de droite, on considère que la société a une grosse part d'organique, que si nous n'avons pas d'organique, justement, eh bien, la société ne peut pas tenir. Elle est obligée de se fonder sur des bases homogènes. Donc typiquement, une fois qu'on aura retrouvé cette façon de penser qui a été celle de nos pères pendant des siècles et des millénaires, eh bien là, on pourra regarder la question de l'immigration avec un œil nouveau. Et s'il faut passer par une certaine dose de remigration pour protéger la société française dans ses fondements et dans sa nécessité absolue d'une certaine homogénéité, eh bien tant pis, on passera par la remigration, mais toute la population française sera pour, car on sera passé du point de vue moderne au point de vue classique grâce au truchement de la philosophie de la droite. Mais alors ça, justement, c'est quelque chose de très important. Tu as un postulat selon lequel
en gros, dans un contexte de modernité, la droite ne peut que perdre finalement face à la gauche. Et par conséquent, la raison pour laquelle la droite peut-être un jour peut gagner durablement, c'est qu'on puisse en finir avec cette notion de modernité. Alors, est-ce que tu peux appuyer un petit peu cette vision ? Oui, en réalité, la gauche est née avec la modernité née avec la gauche. Et la modernité, c'est la promesse permanente que demain sera meilleur que hier. C'est plein d'idées que je peux égrener si tu veux maintenant. C'est un corpus de valeurs et d'idées qui ont transformé totalement notre rapport à la cité, notre rapport à la politique, et le rapport de l'homme avec lui-même d'ailleurs. Bon. La modernité, lorsqu'on en parle, il ne faut pas la confondre avec le progrès technique et technologique. Ça n'a strictement rien à voir. C'est encore une fois un corpus d'idées et une façon d'être au monde. Je crois que nous approchons le temps de la fin de la modernité. Déjà, la postmodernité est une sorte même de réaction contre la modernité. C'est sa continuité, mais c'est aussi une réaction contre la modernité. Donc je pense que nous en sortons enfin, nous quittons cette parenthèse moderne, totalement folle, qui s'est initiée vraiment avec les Lumières et surtout de façon violente avec la Révolution française. À partir de là, la droite, effectivement, peut revenir parce que, encore une fois, elle incarne la pensée des classiques et des anciens qui a mené des pensées qui ont mené les hommes pendant des siècles et des millénaires. Bon. Donc, la question de savoir si nous allons survivre, nous, en tant qu'hommes occidentaux, en tant que blancs, en tant qu'européens, en tant que, justement, les producteurs de cette modernité, si nous allons survivre à ce bébé terrible que nous avons fait naître. Si nous survivons à ce bébé, eh bien, nous reviendrons nécessairement à des vérités plus classiques, des vérités plus traditionnelles, et la droite doit être porteur de ces vérités-là. Alors justement, t'as un vœu, t'as un souhait, c'est que la droite justement se saisisse de l'écologie, aussi parce que l'écologie justement rebat en brèche les poncifs modernes. Mais est-ce que du coup, est-ce que t'es pas un petit peu écolo juste pour en finir avec la modernité ? Alors non, non, parce que c'est quelque chose que l'on ressent à différents niveaux, ce besoin de nature. On le voit, nous sommes allés trop loin dans l'industrialisation, dans l'urbanisation, et c'est quelque chose que je ressens très fortement à titre individuel, et que l'on voit comme courant, comme quelque chose, comme phénomène dans la société. Que ce soit à gauche ou à droite, les gens ont envie de revenir à des choses plus saines, dans leur rapport à la nourriture, leur rapport à la vie, leur rapport à l'air qu'ils respirent. Donc justement, il y a un recul par rapport à... Enfin, un recul, c'est pas un recul d'ailleurs, il y a une sorte de... Les gens sont rétifs désormais à la vie urbaine, pure et sale, et polluée, telle que nous l'avons connue à fond dans les années... dans ce dernier siècle. Donc, non, c'est quelque chose que je ressens à titre individuel, c'est quelque chose que la société occidentale ressent de plus en plus, et tant mieux. Alors, pas tous, mais beaucoup. En tout cas, les gens intelligents ressentent le besoin d'un retour à la nature. On ne sait pas encore sous quels critères et exactement comment, mais en tout cas, ce besoin est présent. Et donc, je ne fais que constater que ce besoin de retour à la nature et cette inquiétude vis-à-vis du monde à venir sont des symptômes de droite. Et alors, est-ce que cette vision possible d'une droite qui serait aussi très concernée par l'écologie, est-ce qu'elle n'est pas aussi en contradiction avec un autre thème que tu aimes bien, à savoir l'archéofuturisme, c'est-à-dire un côté un peu justement apprécier le progrès technique mais le mettre au service d'autres valeurs que celles qu'on connaît aujourd'hui? Non, il n'y a absolument aucune contradiction d'après moi, dans la mesure où c'est précisément le surplus de technologie et leur meilleure utilisation qui vont nous permettre de revenir à la nature, de la sauver peut-être par rapport aux méfaits qu'on a pu lui faire, de la rendre plus belle encore que ce qu'elle est naturellement. Enfin, ça c'est pas possible, mais en tout cas de la remettre, de remettre de la nature dans la nature. Je pense que justement c'est grâce à notre technique et grâce à nos avancées que nous allons pouvoir prendre un certain recul sur la folie prométhéenne et comment dire, totalement la folie technique, la folie urbanistique, la folie industrielle, la folie du capitalisme dans lequel nous avons été depuis déjà un siècle, voire deux, en réalité depuis le début de la modernité. Donc c'est parce que nous allons très loin que nous allons pouvoir reprendre justement le chemin de la forêt. D'accord. Mais alors dans les faits, comment se matérialiserait la différence entre une écologie de droite et une écologie de gauche ?
Je crois que la différence entre une écologie de droite et une écologie de gauche, pour faire très simple, tient à ce que l'écologie de gauche appartient totalement à l'idéologie du ressentiment, en réalité. J'ai vraiment l'impression que pour beaucoup de gens écolos de gauche, pour Europe Écologie Les Verts, être écolo, c'est seulement un moyen de continuer à en mettre plein la gueule à la civilisation occidentale, de continuer à vouloir se suicider en tant qu'homme blanc, en tant qu'Européen, en tant que participant de cette grande civilisation. Ces gens-là n'ont aucun sens esthétique, on l'a vu encore hier avec justement cette tarte qui a été jetée sur la Joconde de Léonard de Vinci, donc ces gens n'ont aucun sens de la beauté, alors que l'écologie, c'est le sens de la beauté, c'est le désir de beauté. C'est Ruskin, par exemple, au 19e siècle, qui considérait que l'industrie détruisait nos campagnes et qu'un jour, cette laideur, cet enlaidissement du monde allait créer un environnement dans lequel l'homme ne pourrait plus vivre. Donc ces gens-là n'ont aucun sens esthétique, ces gens-là dénient le fait que nous ayons des natures, par exemple ils dénient le fait qu'il y ait des sexes, ce sont des partisans du gender, ces gens-là parlent de diversité mais passent leur temps à vouloir détruire la diversité précisément partout parce qu'ils veulent du métissage absolument partout dans nos sociétés. Ces gens-là nous poussent à ne plus faire d'enfants, donc vraiment veulent couper la nature et les exigences de nos propres natures pour soi-disant sauver la nature, alors qu'encore une fois, on ne sauvera la nature autour de nous que lorsque l'on aura redécouvert la nature en nous. Donc voilà, ces gens-là sont pleins de ressentiments, et pour moi, c'est simplement le cache-nez du communisme, du socialisme, des anciennes idéologies de gauche, qui muent avec le temps et avec l'histoire. Aujourd'hui, il se trouve que ils utilisent l'écologie pour exprimer leurs ressentiments. Je crois que l'écologie de droite, c'est la véritable en réalité, puisque c'est celle qui cherche à conserver. Bon, conserver, nous le savons, les belles choses, c'est forcément plus naturellement de droite. C'est un sens esthétique extrêmement poussé, c'est-à-dire le désir de retrouver l'harmonie avec le cosmos et l'environnement, ce qui est encore une fois le fondement de la pensée des anciens, des classiques, et donc de la philosophie de droite. Et le désir de retrouver nos natures, justement, de nous reconnecter à la nature, et par ces retrouvailles avec nos instincts, notre nature, eh bien, on aura envie aussi de protéger l'environnement et la nature qui sera autour de nous. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Alors bien sûr, c'est des travaux qui sont tellement complexes que d'une, je ne les ai pas encore menés à bien totalement, mais je pense que nous serons plusieurs à penser cette nouvelle forme que pourra avoir cette écologie de droite, et faire en sorte du coup que l'écologie rentre au bercail, à savoir chez les classiques. Oui. Oui, puisque c'est une pensée assez conservatrice par essence. Qui est totalement. L'écologie, ça signifie science du foyer. Hein. Donc le foyer, c'est la patrie. Hein. C'est le désir que notre patrie soit belle, en ordre et en harmonie. Alors, changement de chapitre un petit peu, puisque là on a pas mal parlé d'écologie. T'as déjà développé une vision de trois droites. Je voudrais qu'on puisse en parler. Alors, il y avait évidemment la grande théorie des trois droites de René Raymond, donc la droite orléaniste, plutôt centriste, droite d'affaires, puis la droite libérale, la droite légitimiste et la droite bonapartiste. Pour toi, c'est plutôt la droite Burke, la droite de Maistre et la droite Chateaubriand. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors moi, ma classification n'est pas aussi politique que celle de René Raymond. Celle de René Raymond est vraiment politique, et elle appartient particulièrement à la sphère française, francophone. Oui, sociologique aussi. Moi, c'est plus un profil psychologique de l'homme de droite. Il y a trois façons d'être de droite, généralement. Et ces trois façons ont chacune leur efficacité et également leurs défauts. Et c'est ce que j'ai voulu présenter. Donc effectivement, il y a la droite burkienne, qui est là une droite conservatrice, qui est capable de faire des compromis avec la société, et qui est plus une méthode d'ailleurs, plus une méthode qu'une idéologie. La méthode burkienne, c'est d'avancer, certes, de progresser, pourquoi pas, mais pas à pas, petit à petit, et jamais par la révolution, jamais par le grand changement brusque. Et c'est la façon qu'ont eu les anglo-saxons d'appréhender la modernité. En Angleterre, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été moderne, ils se sont aussi jetés dans la modernité, mais ils n'y sont pas allés par grands mouvements brusques, comme nous, Français. Nous avons besoin souvent de révolutions, de grands changements et de radicalité totale. C'est une méthode, la méthode burkienne. Donc elle a ses qualités, elle a ses défauts. La droite maestrienne, c'est une droite qui est dans la recherche de l'absolu. Alors ça aussi, c'est une droite plutôt française. C'est elle qu'on pourrait appeler éventuellement d'extrême droite,
bien que je déteste ces termes-là, mais c'est une droite qui attaque, qui est dans le littéraire, mais le littéraire du pamphlet, une droite offensive, une droite qui finalement n'est jamais satisfaite parce qu'il lui faut un retour à un absolu fantasmé. C'est une droite très belle dans la littérature, dans la mesure où elle est très véhémente, très forte. Elle a produit des choses magnifiques dans ce qu'on a appelé chez les antimodernes, par exemple. Et puis la droite de Chateaubriand, c'est aussi un autre aspect de la droite française, souvent, enfin qu'on remarque partout dans le monde, mais que je remarque particulièrement aussi en France. C'est une droite qui, finalement, elle se compromet totalement avec le monde moderne et avec la gauche, car c'est une droite qui ne fait que chialer sur le lait versé, que chialer sur le monde d'hier, et qui veut retrouver le monde d'hier, mais sans grande conviction, parce qu'elle sait au fond que ce monde d'hier n'est plus possible. Donc c'est une droite qui aussi peut produire de très belles choses en littérature, et c'est Chateaubriand, c'est parce que l'oraison est forcément quelque chose de beau, la nostalgie est une chose artistique, c'est tout le courant du romantisme. Mais c'est une droite totalement inefficace, et on peut voir ces gens-là, en général, au Figaro, par exemple. C'est Eugénie Bastier, c'est des gens comme ça, qui servent un peu à rien politiquement, mais ou même Finkielkraut, finalement, que j'aime beaucoup, pour d'autres raisons, mais ce sont des gens qui se contentent de pleurer sur le monde d'hier, en fait, mais qui ne font pas grand-chose politiquement pour que les choses changent aujourd'hui, parce qu'ils ont peur de la radicalité. C'est l'inverse de la droite maestrienne, c'est qu'il faut toujours rester en gants blancs pour ne pas justement être accusé d'être extrême. Et d'ailleurs, c'est la droite que la gauche préfère le plus. Alors là, vous pouvez être de droite Chateaubriand, il n'y a aucun problème, parce que vous ne faites que chialer sur le monde d'hier. Donc bon, la gauche sait très bien que vous n'êtes pas très dangereux. Donc voilà, une droite trop absolutiste et trop extrémiste, c'est la droite maestrienne, et une droite au contraire pas du tout radicale et qui passe son temps à chialer, la droite Figaro, quoi. Voilà. Donc toi, tu préfères plus la droite burkienne qui permet quelques compromis. Oui, en fait, je ne préfère aucune droite. Je pense qu'il faut créer la nôtre désormais. Là, c'était juste une description des trois profils psychologiques qui ont caractérisé la droite depuis 2 siècles. Et c'est une droite qui n'a fait que perdre depuis 2 siècles. Donc dans les 3 figures, ces 3 figures ont été perdantes. Mais alors, justement, t'as fait ce qu'on appelle dans le milieu du name dropping. Mais alors, du coup. Dans quel milieu dans le milieu, comment dire, jeune, bref. Du coup, qui, à droite, surtout en France, aujourd'hui, trouve grâce à tes yeux ? Je sais pas. Je sais pas, ce sont des choses qui doivent être construites avec le temps. Tu me demandes politiquement parlant ? Politiquement, ou je veux dire, que ce soit dans le milieu intellectuel, journalistique, ou dans le milieu politique, c'est peut-être un petit peu moins le cas pour le coup. Moi j'aime bien Marion Maréchal parce que c'est une amie déjà et que justement elle s'intéresse beaucoup à toutes ces choses, donc au moins elle a l'aspect à la fois très politique et à la fois intellectuel, ce qui est une bonne chose. Éric Zemmour aussi s'intéresse bien sûr à beaucoup de choses, même si lui il incarne nécessairement avec Philippe de Villiers et autres une droite plus centrée sur un retour aux années 60 qu'ils ont tant aimé, alors que bon, nous savons bien en réalité que c'est impossible, mais bon. À droite, il y a des penseurs conservateurs, considérés comme conservateurs, qui sont intéressants. Par exemple, Pierre Manant. Pierre Manant est un intellectuel absolument formidable. L'un des plus grands, si ce n'est le plus grand intellectuel français d'aujourd'hui, et il est très très peu connu en réalité, même dans nos sphères, il est peu connu, il passe peu souvent dans les médias, or pourtant j'insiste, c'est un grand intellectuel, il a écrit des très très grands livres, donc voilà par exemple. D'accord. Alors on va parler un petit peu plus de politique. Chantal Delsol aussi, je pense à Chantal Delsol qui est une conservatrice pur jus, mais qui est capable aussi d'innover de faire innover sa droite dans sa façon d'appréhender la politique par rapport à l'Europe par exemple. Très intéressante Chantal Delsol. Je me rappelle l'avoir rencontrée une seule fois à Riga, et nous avions passé très drôle, en plus elle fume des clopes toute la soirée, et une très grande dame, et on avait passé la soirée à tomber d'accord sur tout justement. D'accord. Contre une grosse partie de la droite française. Très bien. C'était très intéressant. D'accord. Très grande dame, Chantal Delsol. Alors on va changer un petit peu on va parler un petit peu plus de politique et de leçons politiques surtout, puisqu'on est dans un contexte un petit peu particulier. On est entre la présidentielle et les législatives. Donc on vient d'avoir les présidentielles qui est
relativement un échec quand même pour la droite nationale. Reconquête n'a pas forcément tenu les promesses qu'il souhaitait faire. Enfin, pour toi, quelle leçon il faut tirer de cette échéance électorale de la dernière présidentielle ? D'un point de vue purement politique, la leçon à tirer, c'est qu'il faut tuer le Rassemblement national. Ce parti doit absolument cesser d'exister parce qu'il ne sert strictement à rien. Marine Le Pen a fait une bonne campagne en 2022, là, cette campagne présidentielle, mais elle s'est montrée en dessous de tout avec les législatives en refusant l'alliance avec Reconquête qui aurait pu créer une dynamique qui aurait permis d'être le groupe peut-être majoritaire, en tout cas, si ce n'est majoritaire, au moins le premier groupe d'opposition, tandis que là, elle a laissé vraiment toute possibilité à NUPES et à l'extrême gauche d'incarner l'opposition à Macron pendant 5 ans, ce qui va être catastrophique au niveau politique, et avec tout ce que cela induit, parce qu'on oublie par exemple que plus ils ont de députés, plus ils auront du temps d'antenne, plus ils auront des subventions, plus ils auront donc de l'argent à donner à des associations qui, par exemple, feront entrer des migrants ou qui feront encore plus pénétrer dans nos universités les idéologies LGBT, des constructivistes, wokistes et tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave ce qui va se passer si le premier groupe d'opposition à Macron, c'est l'extrême gauche menée par Mélenchon et les autres tarés des constructeurs wokistes et tous ceux que l'on connaît. Donc c'est un crime, et j'emploie le mot à dessein, c'est un crime assez grave qu'a fait Marine Le Pen juste pour défendre les petits intérêts de son parti, de ne pas vouloir cette alliance. Voilà, je trouve ça absolument détestable. Donc c'est la première leçon à tirer. Après la deuxième, on peut aller loin là. Je peux faire des prospectives politiques sur plusieurs années. Je pense quand même qu'à terme, il va y avoir 2 grands blocs qui vont se retrouver face à face. Ce bloc d'extrême gauche, donc de gauchistes et d'immigrés, ce qu'on appelle islamo-gauchistes, et puis un bloc plus identitaire français, et qui sera composé d'une grosse partie du peuple et aussi d'une partie des élites. Et c'est pour ça que je ne crois pas du tout à la binarité politique peuple contre élite, parce que ces 2 blocs auront chacun leur masse populaire et leurs élites. Ouais. Donc c'est pour ça que nous revenons dans un temps qui sera plus idéologique justement, et que je me suis permis d'écrire ce philosophie de droite, parce que finalement cet extrême centre va par nature disparaître, puisqu'il est composé, nous le savons, essentiellement de retraités et de gens qui sont les vrais conservateurs d'aujourd'hui, qui veulent que la société reste en l'état, qu'il y ait une sorte que les choses ne bougent pas, quoi, que voilà, Macron fasse en sorte que la société se maintienne de telle façon que les retraites seront bien versées à la fin de chaque mois. Donc, mais ce bloc-là est évanescent de nature, parce que les retraités vont mourir de petit à petit, et puis resteront face à face dans les 30 prochaines années, pour nos enfants en tout cas, eh bien ces 2 blocs. Le bloc identitaire français, qui voudra rester français, et un bloc islamo-gauchiste qui sera radical, et qui souhaitera une transformation radicale de la société, pas pour le bien, quoi, comme nous pouvons l'imaginer. Donc se positionner comme l'a fait Éric Zemmour, je pense, c'est plutôt bon, même s'il ne fallait pas qu'il répète sans cesse qu'il était de droite et qu'il voulait l'union des droites, mais se positionner sur la question identitaire, c'est une bonne idée. Maintenant, à nous de pousser aussi les choses un peu plus loin et de proposer au moins 2 autres choses, parce que la question identitaire seule ne suffit pas. Un projet de puissance, pour moi ce projet de puissance doit passer par l'Europe, et un projet d'économie alternative, de modèle de société alternatif, et ce projet-là doit être écologique. Et je pense que si la droite se munit d'un projet de puissance, d'un projet de société alternatif, l'écologie, qui encore une fois correspond à notre âme en réalité, et en plus un projet identitaire, eh bien là, je pense que nous avons la possibilité d'avoir à la fois, bien sûr, le peuple français, le petit peuple français que nous avons déjà, mais aussi de toucher bien davantage les élites, parce qu'on ne peut pas toucher les élites françaises qu'avec l'idée d'une société exactement la même, sauf sans la sécurité et sans les Arabes, pour faire très simple, pour résumer très grossièrement, parce qu'en fait, les élites, eh bien, elles vivent sans les Arabes et sans la sécurité et sans l'immigration déjà. Donc en fait, elles s'en foutent. Elles pensent à la France de demain et à la société occidentale de demain. Donc c'est pour ça que nous devons leur apporter une réponse aussi. Alors justement sur le chapitre un petit peu Europe, moi je suis plutôt d'accord avec toi, je veux dire, en termes d'idéal, c'est-à-dire que en termes de projection intellectuelle, moi je trouve qu'effectivement nous avons
tout avoir ensemble, que nos intérêts généralement se font contre certaines puissances extérieures et pas forcément contre certaines puissances intérieures au sein de l'Union européenne, que bref, nous avons vraiment toutes les raisons de nous unir. Cependant, je constate que nous pouvons avoir des difficultés d'ordre matériel. Je pense notamment à des difficultés vis-à-vis de la monnaie, vis-à-vis de nos dettes publiques respectives, la traditionnelle séparation entre pays du Nord et pays du Sud, tout ça. Est-ce que tu penses qu'on est quand même capable de dépasser ce genre de problématique pour réussir justement une Europe politique ? En fait, tout dépend de ce que l'on souhaite comme forme d'Europe. Moi, mon modèle est celui du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire une Europe qui soit justement capable de permettre aux différentes parties qui la composent d'avoir une grande latitude, une grande liberté et de respecter justement les identités locales et nationales ou régionales selon les formes des nations. Je veux justement une Europe fédérale. Et ensuite, une Europe impériale, si possible, c'est-à-dire une véritable Europe qui aura un projet de puissance. Ouais. Or, la fédération, par nature, respecte justement les différences entre les différentes fédérations. Là, nous souffrons d'une Europe jacobine, d'une Europe centralisée, une Europe centralisatrice qui, de Bruxelles, envoie régulièrement des directives qui doivent être imposées partout, dans toutes les nations, et de façon similaire. Donc, c'est ça qui est mauvais. Après, c'est un idéal, c'est une projection. Mais tu sais, la gauche gagne depuis 2 siècles parce qu'elle n'est qu'idéale et projection. Donc il ne faut pas, au prétexte que nous sommes de droite et pragmatiques, il ne faut pas rechigner face aux différents idéaux que nous pourrions construire. La droite gagnera aussi lorsqu'elle aura des idéaux qui paraissent sur le moment un peu fous. Oui, certes, l'Europe est minée de contradictions. Un Allemand n'est pas pareil qu'un Espagnol, on le sait, mais bon, tu sais, un Breton et un Marseillais, c'était aussi très différent, et pourtant on a construit la France quand même. Effectivement, il y a plein de choses très très difficiles qui pourraient, si l'on regarde au moment T, l'Union européenne telle qu'elle est, l'Europe telle qu'elle est, on pourrait se dire, ces pays-là ne pourront jamais s'entendre. Effectivement, il y en a qui préfèrent dealer avec les Russes, d'autres qui préfèrent dealer avec les Américains, donc tout ça semble éclater et tout ça ne semble pas encore propre à devenir une puissance dans le monde. Or, nous avons besoin de cette puissance. Donc, non seulement nous avons besoin de cette puissance, parce que c'est la seule qui pourra nous permettre de nous protéger demain quand l'Empire américain tombera, ou en tout cas déclinera, ce qu'il est déjà en train de décliner. Quand la Russie se constituera un grand monde eurasiatique qui sera russifisé, je ne sais pas si le mot est bon, mais vous voyez ce que je veux dire, suite d'ailleurs au conflit en Ukraine que l'on est en train d'affronter. Une Chine qui aussi monte en puissance, et des grands blocs. Nous sommes à l'ère des civilisations, je pense. Nous ne sommes plus à l'ère des nations, nous sommes vraiment à l'ère des civilisations. Donc il nous faut une morphologie politique, une forme politique qui soit à la hauteur de cette nouvelle ère et qui soit à la hauteur de notre civilisation européenne. Donc nous en avons besoin, nous avons quand même en Europe une histoire commune, nous avons des identités qui font que nous sommes très proches en réalité. Moi je vais te dire, je voyage beaucoup, j'ai cette chance et désormais je sens que je quitte vraiment, que je voyage à l'étranger réellement lorsque je vais sur un autre continent, quand je vais dans un autre bloc civilisationnel. Parce que si, par exemple, je reviens d'Asie et que mon avion qui doit rentrer sur Paris est détourné sur Vienne, ou qu'il est détourné à Madrid, ou qu'il est détourné à Varsovie, si j'atterris et que je dois passer 2 jours à Amsterdam, Varsovie, Vienne ou une autre ville européenne, j'ai l'impression vraiment de rentrer chez moi, après avoir passé du temps à Pékin ou à Shanghai, ou si je reviens d'Amérique latine par exemple. Quand j'arrive en Europe, quelle que soit la ville, je reviens chez moi dans une certaine mesure. Alors évidemment, le chez moi au carré, c'est mon Ardèche, fin fond de ma France, évidemment. Mais on sent bien qu'on appartient à une seule et même civilisation. Donc cette civilisation doit se doter d'un projet de puissance. Même si c'est quelque chose de totalement idéaliste aujourd'hui, c'est aussi par l'idéal qu'on se projette et qu'on entraîne les foules aussi, qu'on entraîne les cœurs. Alors pour préparer cet entretien qui est donc dans ce contexte entre 2 élections, justement j'avais regardé quelques vidéos, notamment dans tes entretiens avec Christopher Lann, ces sessions, donc notamment ceux qui avaient lieu après la présidentielle de 2017. Pour faire un petit peu le parallèle entre les deux, c'est vraiment très intéressant. Donc dans un entretien, ça devait être du coup en mai-juin 2017, donc
tu appelles de tes vœux la création d'un autre parti que le Front National pour incarner les idées de la droite. Nous sommes donc 5 ans plus tard. Aujourd'hui, Reconquête est arrivé, mais avec un score un petit peu décevant. Est-ce que néanmoins c'est ce parti dont tu appelais la création de tes vœux? Oui, en tout cas, j'ai appelé de mes vœux une alternative au Rassemblement national. Et il la faut absolument, parce que le Rassemblement national n'est pas à la hauteur. C'est bon, il a eu sa chance, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il existe. En plus, si on avec le Front National, ça fait 50 ans qu'il existe. Donc ce parti a tout le temps échoué, et le connaissant très bien de l'intérieur, je sais que c'est une catastrophe, à tout niveau. À part quelques réussites au niveau local, dans le Nord par exemple, quelques têtes pas trop mauvaises qui sont bonnes dans les médias, comme le Jordan Bardella, mais bon voilà, c'est juste qu'il est bon dans les médias, dans le reste on m'a dit beaucoup de mal de lui par exemple dans le parti, voilà, mais politiquement ça ne signifie pas qu'on est un grand homme, parce que quand on fait de bons débats à la télévision, je veux dire, c'est quand même, je suis pas sûr que le général de Gaulle aurait été un très bon débatteur sur CNews par exemple. Faut pas limiter la qualité d'un homme politique à sa capacité à envoyer des punchlines dans une émission sur BFM TV. Bon, aujourd'hui c'est ce qu'on a tendance un peu à faire. Le Rassemblement national, il n'y a pas que des idiots, même s'il y en a beaucoup, et il n'y a pas que des incompétents, même s'il y en a beaucoup, il y a quand même des gens bien qui ont 2-3 qualités dans ce parti, mais c'est un parti qui est très endetté, c'est un parti qui ne forme pas ses cadres, c'est un parti qui a réussi l'implantation locale dans quelques territoires, mais qui a empêché l'implantation locale dans beaucoup d'autres, parce que justement ils ont coupé des têtes, à peine s'implantait-il et présentait-il un candidat qu'il était renouvelé au bout de quelques années, et d'ailleurs ces candidats ne comprenaient souvent pas pourquoi, juste parce qu'ils se montraient pas assez assez respectueux du clan de Marine Le Pen et des différents clans qui sont autour d'elle. Donc voilà, ce parti est une catastrophe, ça fait des années, il tient sur le charisme de Marine Le Pen, qui a un charisme indéniable et qui a un lien avec le peuple français, le petit peuple français qui est indéniable encore une fois, mais Marine Le Pen a ses limites, elle l'a montré après 3 élections, moi je crains qu'elle aille jusqu'en 2027, je crains qu'elle se représente à nouveau, parce qu'il n'y a qu'une opposition au sein du parti, toute l'opposition, vu qu'il n'y a pas d'école, vu qu'il n'y a pas différentes chapelles au sein du Rassemblement national et qu'il faut qu'il n'y ait qu'une tête et qu'il suive à tout prix ce que dit Marine Le Pen et son clan, évidemment, si en 2027 elle décide de mettre de se représenter, le parti qui aura 20 000 militants à peine, même pas 10 000 militants, votera pour Marine Le Pen, parce qu'évidemment, il n'y aura personne pour se présenter face à elle. Elle dira, le parti a voulu de moi encore. Oui. Et oui, mais c'est normal, dès que quelqu'un se montre avec un peu de charisme, avec un peu de courage, avec un peu de qualité, cette personne, on lui coupe directement la tête. Et si Jordan Bardella existe, qu'il n'y a que Jordan Bardella qui existe au sein du Rassemblement national, c'est parce que il était là quand il avait 22 ans. Donc Marine se disait, avec un gamin de 22 ans, c'est bon, je suis tranquille. Il fait le taf à la télévision, il fait le taf auprès des militants, mais il ne me remplacera jamais. C'était ça l'intérêt de Jordan Bardella. Et Jordan Bardella, l'intérêt de le mettre président du Front National, du Rassemblement national, il est tout à fait... Il est tout à fait exceptionnel pour Marine Le Pen. Marine Le Pen est une bonne politique, bonne politicarde, bonne politicienne. C'est qu'avec un Jordan Bardella, si elle veut se représenter en 2027, il acceptera que Marine Le Pen il acceptera que Marine Le Pen se représente à sa place, et si jamais elle décide, parce qu'elle est fatiguée ou que sais-je, de partir et de ne pas se représenter, eh bien elle sait que Jordan Bardella sera assez fidèle pour lui garantir quand même à Marine Le Pen une place aux européennes, ou un petit strapontin qui lui rapportera encore de l'argent pour les prochaines années. Donc c'est une très bonne idée. Donc oui, il faut que ce parti disparaisse, et il faut que Reconquête, ou un autre parti, j'en sais rien, moi je ne suis pas lié particulièrement à Reconquête, mais il faut qu'il y ait une force alternative qui représente nos idées, oui, ça c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire? Et quand je dis nous, c'est à tous les niveaux. Ça peut être du coup des partis politiques, donc peut-être plutôt Reconquête, mais ça peut être des personnalités qui sont pas affiliées, ça peut être toi, ça peut être plein de gens. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement dans les mois, années à venir pour gagner, en fait? Si j'avais la recette miracle, en politique... Qu'est-ce qu'on doit essayer de faire, au moins? Déjà, chacun à notre échelle, c'est de convaincre et d'avoir de l'influence. Moi, je pense que le véritable pouvoir, c'est celui de l'influence. De l'influence que l'on peut avoir sur les esprits. Il
Et je pense que la politique, en fait, arrive toujours, c'est la queue de comète, c'est vraiment c'est la fin de la décision, en fait. C'est quand on a d'abord de l'influence intellectuelle, qu'on touche ensuite les grands acteurs financiers, les gens qui ont de l'argent, et ensuite seulement, avec l'argent, on touche la société et les politiques. Donc les politiques et la société, ça arrive vraiment à la toute fin. Par exemple, je prends aujourd'hui cet exemple de Twitter. On se satisfait beaucoup que Elon Musk rachète un jour peut-être Twitter et permette une plus grande liberté d'expression. Et on voit qu'Elon Musk a changé, passant de progressiste, transhumaniste, il est toujours un peu, mais de vraiment progressiste à plutôt conservateur sur pas mal d'idées au sens américain. Oui. Conservateur, c'est-à-dire de droite, en gros. Être quelqu'un plus tendanciellement de droite. Et on sait que Elon Musk a lu Jordan Peterson, a été très influencé aussi par les idées de Jordan Peterson. Donc c'est dingue de voir à quel point les idées finalement continuent de dominer le monde, malgré ce qu'on croit. C'est qu'un intellectuel qui fait des vidéos sur YouTube finit par toucher un multimilliardaire qui finit par avoir une influence énorme sur la société. Et à la fin, les politiques vont suivre, si tu veux. Bon. Donc, il faut avoir ce pouvoir d'influence sur les idées, même si parfois on a l'impression de prêcher dans le désert, on arrive quand même à toucher de plus en plus d'acteurs et de gens importants. Et puis, à titre politique, il faut se doter d'un appareil qui soit puissant et c'est ce que je disais tout à l'heure, qui soit capable de défendre l'identité française et européenne, mais qui aussi propose un projet alternatif à la société, donc un projet de puissance avec l'Europe et un projet alternatif économique avec l'écologie. Alors toi, justement, tu te sens beaucoup plus utile à ta place aujourd'hui que tu ne l'étais au Front National? Totalement. Moi, même quand j'ai quitté le Front National, tu sais, j'étais invité pas mal sur les émissions de débat d'actualité, sur LCI par exemple, tout ça. Et en fait, ça ne sert strictement à rien. Et quand j'étais en politique, je répétais ce qu'on me demandait de répéter. Alors, effectivement, c'est très bon pour l'ego, d'être un politicien, parce qu'on joue au pouvoir. Et les gens croient que vous avez du pouvoir. Donc les gens vous regardent comme si vous étiez encore un homme de pouvoir. Alors qu'en fait, vous n'en avez aucun ou très peu. Mais bon, il y a tout un côté théâtre qui est très satisfaisant pour l'ego. Mais non, j'ai l'impression... Après, je n'ai pas encore atteint mon prime, comme on dit en boxe. J'espère un jour atteindre mon prime, mais j'ai l'impression, oui, d'avoir plus d'influence sur les gens, sur les jeunes, sur un certain nombre d'acteurs aussi économiques et financiers. J'ai l'impression d'être plus puissant aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à mes livres, grâce à l'audience que le web me donne, que si j'étais simplement dans un parti politique, conseiller européen ou conseiller régional, à répéter ce qu'on me dit de dire à la télévision, quoi. Ça, c'est assez intéressant, la partie, je trouve, essayer d'avoir des élites, parce qu'on a l'impression qu'elles sont structurellement contre nous, que nous avons un projet qui est forcément contre les élites, et du coup, ça pousse énormément de gens à vouloir cette synthèse du peuple de droite, du peuple de gauche, tout en niant d'ailleurs qu'il existe une droite et une gauche, qui passe notamment d'ailleurs par le souverainisme, même s'il y a des clivages internes entre un souverainisme par exemple qui serait identitaire, qui serait plus social par exemple. Mais alors t'as des bons retours de terrain justement sur ton influence sur certaines élites économiques, politiques, par rapport à ce que tu fais? Oui, alors après il y a des choses, par exemple typiquement ma vision de l'Europe est encore minoritaire dans notre camp. Parce que justement ce qui est majoritaire dans notre camp c'est le souverainisme. C'est de revenir à la nation souveraine des années 60 et revenir au général de Gaulle. Oui, très bien. Bon, je vous le dis, ça n'arrivera pas. Bon, mais enfin, je sais que je m'en prends plein la gueule parce que justement, j'ose parler d'Europe dans un milieu qui est nationaliste. Moi, je ne suis pas nationaliste du tout. Mais bien sûr, en termes d'influence... c'est assez dingue d'ailleurs, hein, quand je passais à la télévision assez régulièrement il y a quelques années... justement quand j'étais au Front National, je faisais pourtant des grosses émissions, mais c'est des petites choses, mais promène-toi à Paris avec moi, tu verras, toutes les 5-10 minutes, je suis arrêté pour prendre une photo, là j'étais à la gare à Valence, deux personnes différentes sont venues me prendre une photo avec moi, des jeunes, un jeune et une famille, dont le père est venu me voir, j'ai fait de la philosophie pendant 3 ans à l'université et tout, c'était assez... Donc j'ai l'impression, oui, puis je vois les messages que je reçois de types qui appartiennent plutôt à ce qu'on appelle l'élite, oui. Non, je pense qu'effectivement, nous commençons à avoir une influence de plus en plus grande dans la société.
Très bien, bah, c'est extrêmement positif alors. C'est pas gagné, hein, mais il faut continuer. On est très loin effectivement, mais faut pas non plus oublier que même si Marine Le Pen a perdu, elle incarne quelque chose, elle incarne une France qui quand même refuse la dynamique qui est en place aujourd'hui dans les plus gros cercles de pouvoir, et elle a fait quand même malgré tout 41%, même si c'est un score décevant, c'est un score qui est plus gros qu'il y a 5 ans, donc c'est quand même, il y a des choses comme ça, des symptômes qui montrent que parfois les choses vont malgré tout dans le bon sens. Tu nous as fait quand même 4 bouquins en 2 ans maintenant. Sur quel projet tu vas travailler à l'avenir ? Je sais pas si je peux spoiler. T'as envie de dire un truc et en même temps, faut garder le secret. Je suis en train de réfléchir à ça en ce moment là, et je vais passer l'été à beaucoup lire sur le sujet en particulier que je veux traiter. Je sais pas si je peux spoiler. En tout cas, je vais plutôt parler des livres que j'ai écrits. J'ai écrit donc un livre avec Papacito, bien sûr, mais disons, pour parler des 3 livres que j'ai écrits seul, en fait, j'ai vraiment donné à ceux qui veulent me lire, ceux qui veulent bien me lire, ce qui m'a construit intellectuellement. C'est-à-dire qu'en fait, à travers mes livres, ils peuvent suivre mon propre cheminement intellectuel. C'est-à-dire qu'ils ont une introduction à Nietzsche, ils ont tout un continent de pensée extrêmement intéressant, que celui de la psychologie évolutionniste, de la biologie, de notre rapport à la nature, justement la nature qui est en nous, avec mon livre que j'ai écrit contre le féminisme, qui s'appelle L'amour et la guerre. Et là maintenant, il y a philosophie de droite, avec toute la pensée de droite, de la vraie droite, c'est-à-dire la pensée de la contre-révolution. Donc finalement, c'est les trois grands héritages que j'ai reçus moi, et que je donne de façon pédagogue, j'espère en tout cas, à mon public et aux gens qui veulent bien me lire. Je pense que je peux fermer maintenant du coup cette petite parenthèse, ce début dans ma carrière littéraire d'essai, si je puis dire, et commencer à donner mes propres idées et travailler sur les sujets qui me sont chers, mais à titre personnel. Là maintenant, voilà, vous avez de quoi, avec les livres écrits, vous avez de quoi arriver à mon stade, en fait, à mon niveau, d'une certaine façon. Non, mais c'est débile, je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, je n'ai fait que rendre, en fait, ce que l'on m'avait donné. On m'a donné Nietzsche. Très bien, on devine un petit peu ça. Je le rends. On m'a donné la psychologie évolutionniste et tout ce rapport à l'évolution, à la biologie, je le rends avec un livre, et on m'a donné justement tout cet héritage magnifique de la pensée contre-révolutionnaire, je le donne avec un livre, de façon pédagogue, et j'espère en tout cas bien expliqué. Maintenant, il est temps que je sois plus indépendant dans ma façon d'aborder l'écriture. D'accord. Bah écoute, on va arriver à la fin de cet entretien, donc je te remercie énormément d'être venu. Je recommande à tout le monde ce livre, donc Philosophie de droite, qu'on peut se procurer d'ailleurs comment ? Alors sur mon site essentiellement, www.rochedy.com, sinon sur Amazon, et dans les librairies, la plupart des librairies amies, même pas la Fnac, tout ça, même si on peut le commander, je crois, à Cultura, mais passer par mon site, c'est le plus simple. D'accord, très bien. Et je redirige aussi tout le monde vers nos réseaux sociaux respectifs. Donc, t'es sur Instagram, t'es sur Twitter, t'es évidemment sur YouTube, où d'ailleurs, je les ai pas mentionnés aussi, mais t'as fait des grosses conférences, dont notamment la principale, je pense, celle sur Nietzsche, qui a dépassé le 1 million de vues. Donc, déjà bravo, parce que c'était une très bonne conférence. Je crois même que je l'ai vue 2 fois, celle-là. Donc, mais c'est grâce à toi alors qu'elle a dépassé le 1 million de vues. Non, moi, j'ai contribué à hauteur de 2 clics, je pense. Mais bon. Voilà, je redirige tout le monde là-dessus. Je redirige aussi tout le monde vers le compte Instagram de l'Institut des Libertés, vers le compte Twitter de l'Institut des Libertés. J'incite évidemment tout le monde à s'abonner à nos chaînes respectives. Et je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup à tous les auditeurs de l'Institut des Libertés. À bientôt. Merci.